Voici le dernier moment de Steve Jobs. Quelques heures avant que son souffle ne s'éteigne, il aurait murmuré une phrase que sa famille n'a jamais confirmée publiquement, mais que certains anciens employés d'Apple n'ont jamais oublié: « Je me suis trompé sur une chose essentielle ». Cette confession, si elle est vraie, bouleverse complètement l'image du visionnaire le plus adulé et le plus redouté de la Silicon Valley. Car derrière les produits parfaits, les keynotes mythiques et les révolutions technologiques, il existait une zone d'ombre, un prix humain que peu osaient mentionner. On raconte qu'au cours de ces derniers jours, il aurait demandé à revoir les premiers prototypes de l'iPhone, comme s'il cherchait à comprendre l'instant précis où sa vie avait basculé du génie créatif à l'obsession absolue. Certains proches affirment qu'il s'est éteint avec l'amertume d'un homme ayant changé le monde, mais pas sa propre existence. D'autres jurent qu'il a admis avoir perdu des années à poursuivre une perfection impossible, au point d'en oublier des vérités fondamentales sur lui-même, sur sa famille, et sur l'entreprise qu'il avait bâtie comme une extension de sa propre volonté. Personne ne parle de cette scène, mais elle a mis fin à son histoire de manière presque mythologique. Un géant qui contemple son propre empire et réalise que le miracle qu'il a offert au monde a aussi été sa plus grande tragédie personnelle. Ce moment final est devenu un mystère, alimentant davantage la légende d'un homme dont chaque choix, chaque mot, chaque silence semblait chargé d'intensité. Aujourd'hui, nous revenons sur cette figure incontournable, non pas pour raconter une simple ascension, mais pour dévoiler le secret le plus enfoui, le conflit intérieur qui a défini Steve Jobs. Derrière l'icône, derrière l'homme en col roulé noir, se cachait une histoire que beaucoup préféraient taire. Et pourtant, c'est peut-être cette histoire-là, la sienne. La vraie, qui explique comment il a pu transformer à jamais l'industrie du smartphone, la manière dont nous communiquons, la relation que nous entretenons avec la technologie, et même la façon dont nous percevons l'innovation. Au centre de cette histoire se tient une figure qui dépasse largement le cadre de la technologie. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, devenu l'icône ultime de l'innovation moderne. Mais avant d'être le visage de l'iPhone, du MacBook ou de l'iPad, il fut un enfant adopté, un étudiant instable, un jeune rebelle obsédé par la quête de sens, puis un créateur déchu avant de renaître comme l'un des architectes du monde numérique. C'est ce contraste violent, lumière et obscurité, qui a façonné l'époque dans laquelle il a évolué. Nous sommes dans le Silicon Valley des années 70, un endroit où les garages faisaient office de laboratoire secret et où de jeunes rêveurs tentaient de hacker l'avenir. Jobs et Wozniak ne voulaient pas seulement fabriquer des ordinateurs. Ils voulaient briser les murs, renverser l'ordre établi, mettre la puissance informatique entre les mains du peuple. Cette idée, presque révolutionnaire, allait devenir la graine d'un bouleversement culturel mondial. Puis vinrent les années 80, décennies d'ambition, de couleurs criardes, de multinationales en pleine expansion. Apple, avec son logo arc-en-ciel, était perçu comme la rebelle, l'antithèse d'IBM. Jobs incarna alors l'image du jeune visionnaire arrogant, brillant, mais émotionnellement imprévisible. Ce comportement lui cauta ça. Place. Il fut évincé de sa propre entreprise en 1985, un scandale qui fit trembler tout le secteur. Les journaux parlaient d'un génie incontrôlable, d'un enfant prodige devenu ingérable. Mais cette humiliation allait tracer le chemin d'un retour encore plus spectaculaire. Les années 90 virent naître une nouvelle Silicon Valley, plus agressive, plus compétitive, dominée par Microsoft. Apple semblait agonisante, au bord de la faillite. C'est alors que Jobs, revenu presque à contre-cœur, reprit les commandes. Il transforma l'entreprise mourante en machine de guerre. Créative, redéfinissant la musique avec l'iPod, bouleversant l'informatique personnelle avec l'iMac, puis réinventant à jamais le smartphone avec l'iPhone en 2007. Et c'est là que s'enracine le thème principal de notre histoire, la face cachée d'un homme dont l'impact a été si colossal qu'il a redirigé le cours même de la culture mondiale. Car derrière chaque prouesse technique se trouvait une exigence presque inhumaine, une pression qui broyait ses équipes, une obsession qui le dévorait lui-même. On ne parlait pas seulement d'un patron sévère. Certains ingénieurs évoquaient l'impression de travailler pour un général menant une guerre silencieuse contre l'imperfection. Le scandale le plus secret, celui que cette vidéo explore, n'est pas un adultère, un conflit financier ou un drame de célébrité, mais une vérité plus profonde. La transformation de Jobs en figure quasi messianique, au point que son entreprise devienne un miroir sans pitié de sa propre personnalité. Apple n'était plus seulement une compagnie. C'était la projection de ses peurs, de ses rêves, de ses blessures intimes. Et lorsque la maladie frappa en 2004, révélant une vulnérabilité qu'il cachait. Avec acharnement, cette façade commença lentement à se fissurer. Il continua d'avancer,
cachant sa souffrance, tenant des keynotes alors qu'il pesait à peine la moitié de son poids d'origine. La Silicon Valley murmurait, spéculait, inventait des rumeurs. Et derrière ces rumeurs, une question s'imposait. Qu'est-ce qu'un visionnaire doit sacrifier pour créer l'avenir? Car la vérité que nous allons explorer n'est pas seulement celle d'un empire technologique, mais celle d'un homme qui, peut-être, avait perdu quelque chose de précieux en cours de route. L'histoire que nous allons dérouler maintenant commence par une scène presque anodine, mais qui deviendra rétrospectivement l'un des moments les plus symboliques de la carrière de Steve Jobs. Une réunion interne d'Apple. En 2006, à peine un an avant la présentation du premier iPhone. Ce jour-là, Jobs entre dans la salle, observe en silence une série de prototypes ratés, puis lâche une phrase glaciale qui fera frémir. Toute l'équipe, si c'est ça, autant fermer Apple aujourd'hui. Cette remarque, qui aurait pu sembler outrancière, est en réalité le déclencheur de l'un des développements les plus intenses de l'histoire de l'innovation moderne. L'événement initial apparaît donc sous la forme d'un mécontentement. Rien d'explosif, rien d'officiellement scandaleux, mais une tension si forte qu'elle pousse les ingénieurs à frôler l'épuisement. Certains racontent qu'ils n'avaient pas dormi pendant 72 heures lorsqu'ils ont montré à Jobs la première version du Project Purple, nom de code de l'iPhone. La réaction de Jobs, mélange de dégoût et d'excitation, provoque immédiatement un climat d'urgence totale. On ne construit plus seulement un téléphone. On entre dans une course contre le temps, contre les concurrents, contre la maladie qui ronge le patron et contre les limites humaines de ses propres équipes. Le développement de l'événement se fait alors comme une odyssée interne. Disputes violentes, prototypes brisés, décisions arbitraires prises à 2 heures du matin, ingénieurs menacés d'être remplacés du jour au lendemain. À l'intérieur du bâtiment fermé du Purple Dorm, certains témoignent avoir vécu une guerre psychologique. Jobs refusait presque tout, changeait d'avis chaque semaine, exigeait des miracles que même les experts jugeaient impossibles. C'est durant cette période que naît l'une des rumeurs les plus persistantes. Jobs aurait secrètement fait travailler 2 équipes rivales sur des interfaces concurrentes, sans que l'une ne sache ce que l'autre préparait, nourrissant volontairement un conflit interne pour pousser ses créateurs à la perfection. Rien n'a jamais été confirmé, mais plusieurs témoins affirment que cette tactique aurait été typiquement Steve. Puis arrive l'événement inattendu, celui qui transforme l'histoire. Jobs découvre que son état de santé se dégrade plus vite que prévu. Il le cache à presque tout le monde. Il continue à mener les réunions, à marcher dans les couloirs comme un chef militaire, mais une rumeur interne se répand, il n'est plus le même. Certains disent qu'ils l'ont vu s'appuyer contre un mur, épuisé, juste avant d'entrer sur scène. D'autres racontent qu'il devenait plus impulsif, plus intransigeant encore, comme s'il sentait que son temps était compté. Cette tension conduit au point culminant, la présentation du premier iPhone, le 9 janvier 2007. Jobs donne l'impression d'être invincible, mais les coulisses racontent une toute autre histoire. L'appareil, encore instable, menace de planter à chaque geste. Il existe une voie dorée, un ordre précis d'action que Jobs doit respecter pour éviter un crash. La moindre erreur aurait transformé la démonstration historique en catastrophe mondiale. Mais il ne tremble pas, il avance. Et lorsqu'il prononce ces mots, « Today, Apple is going to run the phone », il scelle à la fois son triomphe et le début d'une nouvelle ère. Au prix de son propre corps. Les conséquences se déploient alors comme les vagues d'un raz-de-marée. L'iPhone explose, Apple devient l'entreprise la plus puissante du monde, Jobs devient une légende vivante. Mais derrière le rideau, sa santé se détériore irrémédiablement. Les tensions avec certains cadres s'aggravent. Des conflits éclatent. Autour de la succession, des rumeurs surgissent sur son obsession du secret médical. Certains affirmant même qu'il aurait retardé des traitements essentiels parce qu'il croyait pouvoir contrôler la maladie comme il contrôlait ses équipes. Ce chapitre marque une ascension qui ressemble à une tragédie grecque. Plus Jobs révolutionne le monde, plus il s'enfonce dans une bataille intérieure qu'il ne peut pas gagner. La grandeur technologique est indissociable de la fragilité humaine. Et au moment où tout semble à son apogée, il commence doucement, inexorablement, à disparaître. La partie la plus sombre de l'histoire de Steve Jobs ne commence pas avec un produit, ni avec un conflit interne chez Apple, mais avec une phrase lancée dans un couloir, presque chuchotée. Comme un secret que personne n'aurait dû entendre, il ne reviendra peut-être jamais. Ces mots auraient été prononcés par un cadre d'Apple en 2009, l'année où Jobs disparaît momentanément de la scène publique sous prétexte d'un congé médical. Officiellement, il se repose. Officieusement, il lutte pour survivre. Le scandale qui émerge alors n'est pas celui que l'on croit. Ce n'est pas la maladie elle-même,
mais le fait que même les plus hauts dirigeants de l'entreprise ne connaissaient pas l'ampleur de son état. Pour un homme obsédé par le contrôle, cette dissimulation devient une forme de stratégie, presque une mise en scène. Certains investisseurs crient à la manipulation, accusant Jobs d'avoir caché son état pour protéger la valeur d'Apple. D'autres murmures se propagent. Il aurait refusé des traitements médicaux cruciaux pendant des mois, préférant des méthodes alternatives. Une décision qui aurait aggravé son état et plongé son entourage dans la stupeur. La rumeur la plus persistante raconte même qu'un membre du conseil d'administration aurait tenté d'imposer une divulgation publique de son état de santé. Jobs aurait explosé de colère, menaçant de quitter Apple du jour au lendemain. Aucune confirmation officielle, mais plusieurs témoins ont évoqué une réunion tendue, presque violente, où l'équilibre du géant technologique aurait failli s'effondrer. Pendant ce temps, le conflit interne s'intensifie. Les ingénieurs continuent d'innover, mais l'atmosphère change. Les phrases dites à demi-mot résonnent dans les bureaux, il n'est plus là, mais il est partout. Car même absent, Jobs reste l'ombre souveraine qui plane sur chaque décision. Certains cadres, ambivalents, ressentent presque un soulagement. Temporaire, moins de pression, moins de regards perçants, moins de jugements tranchants. Mais ce soulagement se transforme rapidement en vertige. Sans lui, Apple perd son aimant central. Son désordre créatif, son tyran visionnaire. On travaillait toujours comme s'il allait entrer dans la pièce d'un moment à l'autre, confiera plus tard un designer. Puis survient l'événement. Inattendu, celui que personne n'avait prévu, Jobs revient. Amaigri, presque translucide, mais plus déterminé que jamais. Lors d'une réunion interne, il aurait prononcé une phrase devenue légendaire. « Je ne suis pas venu ici pour mourir. Je suis venu pour finir ce qu'on a commencé. » Ce retour devient le point de rupture émotionnelle. Les employés le regardent comme un fantôme revenu pour la bataille finale. Les médias s'emballent. Le public s'inquiète. Apple tente de maîtriser la communication, mais chaque apparition de Jobs, plus mince, plus fragile, parfois même tremblant, devient un choc mondial. Et c'est précisément dans ces années-là que se déroule le point culminant émotionnel, la présentation de l'iPad en 2010. Jobs, portant ce même col roulé noir, monte sur scène comme s'il affrontait la mort elle-même. Pourtant, il sourit. Il plaisante. Il vend du rêve. Mais en coulisses, un membre de l'équipe racontera qu'il a dû s'asseoir plusieurs minutes après sa sortie de scène, incapable de reprendre son souffle. « Jamais je n'ai vu un homme se battre avec autant de volonté », dira-t-il plus tard. L'émotion atteint son apogée quand Jobs, lors d'une réunion confidentielle, aurait confié à quelques proches collaborateurs. « Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Faites en sorte que ce que nous construisons ne meure jamais. » Ces mots, longtemps circulèrent comme une prière secrète. Les réactions du public et des médias deviennent frénétiques. Certains journaux spéculent sur sa mort imminente, d'autres dénoncent l'obsession du secret. D'autres encore transforment chaque photo en symptôme. Le monde, littéralement, scrutait son visage. Chaque keynote devenait un événement quasi religieux, chaque apparition un symbole d'espoir ou de Decline. Puis, le 5 octobre 2011, la nouvelle tombe. Brutal. Universal. Les réactions enflent. Larmes, hommages, débats, controverses. Les chaînes d'information diffusent des images de fans déposant des pommes entamées devant les Apple Store. Les réseaux sociaux explosent. Les chroniqueurs s'interrogent. Était-il un génie? Un tyran? Les deux? Mais une chose demeure claire. Personne n'était prêt à perdre l'homme qui avait façonné leur quotidien. La vérité noire révélée n'est pas seulement celle de sa maladie, ni de ses décisions risquées, ni même de ses secrets. Interns. C'est celle d'un homme qui, pour créer un empire, a sacrifié son corps, ses relations, son intimité, sa paix intérieure. Un homme qui a transformé le monde, mais qui a dû se battre, jusqu'à sa dernière respiration, contre une destinée qu'il ne pouvait plus contrôler. Lorsque l'on observe l'empreinte que Steve Jobs a laissée sur la culture mondiale, il devient presque impossible de le réduire à un simple rôle, visionnaire, leader, tyran créatif, génie incompris. Chacun tente encore aujourd'hui de lui attribuer une définition, mais aucune ne capture totalement sa complexité. Et c'est précisément ce mélange, lumière éclatante et ombre profonde, qui rend son histoire si fascinante, presque mythologique. Notre chaîne, dans l'esprit de mythe et secret, voit Steve Jobs comme une figure tragique au sens classique. Un homme qui a connu la gloire absolue, qui a transformé la civilisation moderne, mais dont le destin a été marqué par des contradictions intimes que les
médias n'ont jamais pleinement révélé. Derrière l'image du créateur charismatique, il existait un être déchiré entre la perfection qu'il exigeait du monde et l'imperfection qu'il refusait d'accepter en lui-même. Son parcours, étincelant et tourmenté, montre que les plus grandes innovations naissent rarement de la sérénité. Elles jaillissent du chaos, de la douleur, de l'urgence de créer quelque chose qui dépasse la simple existence humaine. Nous reconnaissons aussi que Steve Jobs a façonné bien plus qu'un empire technologique. Il a redoré le mythe du créateur solitaire. Celui qui ose briser les règles, celui qui impose sa vision même lorsque tout semble s'écrouler. Que l'on admire son génie ou que l'on critique son tempérament impitoyable, une vérité demeure. Sans lui, notre relation à la technologie ne serait pas celle que nous vivons aujourd'hui. Le smartphone ne serait peut-être pas devenu l'objet central de nos vies. Le design numérique ne serait pas devenu une religion. Et l'idée même d'un écosystème cohérent reliant nos appareils serait restée une utopie. Mais il existe un autre versant de ce mythe, celui que peu osent aborder. Jobs n'a jamais été un homme facile. Ses colères, ses silences, ses exigences extrêmes ont laissé des cicatrices dans ceux qui ont travaillé à ses côtés. Pourtant, paradoxalement, nombre d'entre eux confessent qu'ils n'auraient jamais voulu travailler ailleurs. Car Jobs ne créait pas seulement des produits. Il créait des destins. Il révélait des talents que les gens ignoraient avoir. Il poussait chacun à dépasser ses limites, quitte à brûler au passage quelques âmes trop sensibles pour cette intensité. C'est ici que notre opinion trouve tout son sens. Steve Jobs n'était pas un héros parfait, ni un anti-héros. Il était une force. Et les forces, par nature, ne peuvent être contenues ni totalement comprises. Elles transforment tout ce qu'elles touchent, pour le meilleur. Et parfois pour le pire. Aujourd'hui, avec du recul, nous vous invitons à partager vos impressions. Comment percevez-vous cet homme qui a bouleversé votre quotidien sans même connaître votre nom? Était-il un visionnaire absolu ou un créateur détruit par son propre génie? Le prix qu'il a payé vous semble-t-il noble, nécessaire ou tragiquement inutile? Car l'histoire de Steve Jobs, au-delà de ses produits, continue d'éveiller des débats passionnés. Et c'est peut-être cela, la vraie marque des légendes. Elle ne meurt jamais vraiment, elle laisse des questions auxquelles nous revenons toujours. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Steve Jobs, l'homme derrière le col roulé noir et les keynotes légendaires, n'était pas seulement un visionnaire. Il était un maître des secrets, un créateur d'émotions et un architecte du monde moderne tel que nous le connaissons. Derrière chaque produit que nous tenons. Aujourd'hui dans nos mains se cachent des sacrifices, des nuits blanches, des tensions insoutenables et une obsession pour la perfection qui dépassait l'entendement. Rappelez-vous les premières images du Macintosh, ces icônes colorées qui semblaient presque magiques dans les années 80. Jobs a rendu l'informatique accessible, intuitive et même séduisante. Et puis l'iPod, qui a transformé la musique en expérience intime. L'iPhone, qui a changé la manière dont nous communiquons, travaillons, aimons. Et l'iPad, qui a réinventé la lecture et la créativité. Tout cela n'était pas le fruit du hasard, mais d'un homme capable de transformer la moindre idée en révolution culturelle. Mais au-delà de l'innovation, ce que nous retiendrons, c'est son héritage émotionnel. Chaque keynote, chaque produit, chaque geste portait une part de lui-même. Son exigence, parfois brutale, sa passion, parfois écrasante, étaient les instruments d'une symphonie humaine où se mêlaient génie et Vulnerabilite. il y avait une intensité presque tragique dans sa manière de vivre et de créer, qui nous rappelle que derrière les légendes se cachent toujours des êtres de chair et de sang. Aujourd'hui, en repensant à Steve Jobs, nous ne voyons pas seulement l'homme qui a changé la technologie. Nous voyons un architecte d'émotions, un maître des détails, un créateur d'expériences qui ont marqué des générations. Son influence continue de se faire sentir. Chaque fois que nous touchons un écran, que nous écoutons de la musique, que nous travaillons ou que nous explorons le monde à travers nos appareils. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, elles le sont. Et en connaissant ses secrets, en comprenant les sacrifices, les luttes et les triomphes de Steve Jobs, nous réalisons que l'homme derrière Apple n'était pas seulement un innovateur. Il était une légende vivante dont l'ombre continuera de hanter et d'inspirer le monde. Longtemps après que ses keynotes se soient éteintes.